Pastel FM, un livre ouvert, vous êtes bien sur les ondes de Pastel FM. Ce soir, nous avons parlé dans une première partie de la notion de réussite, une émission consacrée donc à la scolarité, et nous entamons maintenant une seconde partie, un deuxième volet dans cette émission, un second volet concrètement sur l'orientation scolaire en tant que telle, pour essayer de comprendre, de dénouer un petit peu les fils d'une scolarité qui est en partie obligatoire, et encore même pas réellement, c'est l'éducation qui est obligatoire, mais bon, en partie on va dire obligatoire, mais qui n'est pas pour autant comprise par beaucoup de gens. Et une partie qui n'est pas obligatoire du tout, la partie, on va dire à partir de 16 ans, qui alors elle est franchement inconnue de la plupart des gens. Et une chose est certaine, c'est que si on ne connaît pas le système scolaire dans toutes ses ramifications, on est condamné à ne pas pouvoir dire à son enfant ce que sont ses possibilités. Je rappelle que cette émission est réécoutable sur le blog de la prophétie, laprophétie.wordpress.com, et également sur la chaîne YouTube de leslumièresdorient.com. Donc, je reprends avec Omar cette émission consacrée à la réussite scolaire, à l'orientation scolaire. Donc maintenant, on va essayer de comprendre les rouages du système, et on va commencer par, Omar nous a parlé tout à l'heure de ses parents, qui n'étaient pas en capacité de suivre sa scolarité au sens technique, le corriger en mathématiques, en français, etc. Alors Omar, sans indiscrétion aucune, est-ce qu'on peut discuter très très brièvement de ton parcours? Alors oui. Moi j'ai un parcours, disons jusqu'au lycée, un parcours plutôt sur la filière générale. Oui. Et ensuite, j'ai suivi le cursus classe prépa, donc préparation aux grandes écoles. Et ensuite, j'ai fait une grande école de commerce à Paris. D'accord. Tout ça en n'étant pas un enfant favorisé de parents. Du tout. Maire de Lille, député ou on va dire ministre de l'Éducation nationale. Pas du tout, donc des parents qui n'avaient pas une... Parce que j'ai eu une question d'un auditeur également en antenne qui demandait, mais bon, que faisons-nous des parents qui n'ont pas les moyens de faire réussir leurs enfants? Donc oui. C'est la preuve que c'est quand même possible. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Oui, tout à fait. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs de ce point-là aussi. Mais disons que, bon, je suis pas le bon exemple évidemment, parce que c'est vrai que c'est des parcours plutôt atypiques. Oui. Je veux dire, les conditions n'étaient pas réunies en réalité pour un parcours de ce type-là. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans la première partie de l'émission, c'est que les parents, quelle que soit leur capacité intellectuelle, quel que soit leur propre parcours, ils ont au minimum la capacité de suivre et d'encourager leur enfant dans la réussite scolaire, à défaut de pouvoir être très utile sur le contenu. Donc c'est ça, disons, moi qui a participé, même s'il y a beaucoup d'autres raisons. On va pas faire une émission sur mon parcours, évidemment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais en effet, ça montre que de toute façon, même lorsque les conditions sont pas parfaites en apparence, ça n'empêche que ça peut être compensé. Mais là, ça demande des déclics, disons, chez la personne elle-même. Oui. En réalité, moi, c'est plus ça qui m'a permis de... je vais y venir quand même, parce qu'il y a des choses dans mon parcours que je vais citer tout à l'heure qui ont aidé, justement, surtout à des prises de conscience, à faire les bons choix, etc., à ne pas hésiter à repartir en arrière, des choses comme ça. Voilà, on y reviendra. Donc, là, on parle de l'orientation. Oui. Donc, Alors là, c'est important parce qu'on est vraiment en septembre, là, c'est le début de l'année. Et concrètement, il y a toute une catégorie d'enfants au collège, au lycée, qui vont devoir faire des choix. Tout à fait. Des choix très concrets, de filières, générales, professionnelles, de métiers parfois, parce qu'ils vont se tourner directement vers un CAP. Et donc, il faut qu'on démêle tout ça parce que la plupart des parents ne comprennent même pas. Tout à fait. En fait, je dirais même que l'orientation, c'est certainement le parent pauvre même de tout le système éducatif, tout le système scolaire. C'est vraiment un fiasco, l'orientation. On peut demander à tout le monde. Je veux dire, moi, à mon époque, mais aujourd'hui, j'ai encore régulièrement des témoignages. Il existe des conseillers d'orientation, mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit qu'il a réussi à profiter un jour de ce genre de conseil. Alors, c'est pas évidemment pour jeter l'opprobre sur ces conseillers qui probablement font de leur mieux. Mais en tout cas, il y a des raisons à ça, en fait. Il y a des raisons à cette difficulté. La première, c'est que le système lui-même est très complexe. Le système scolaire français est très, très complexe. Oui. Donc, on va essayer Et donc, il favorise les gens initiés.
Exactement. C'est que ça favorise les gens qui sont capables de le comprendre Voilà. et donc de connaître les rouages, de réussir à tirer leur épingle du jeu. D'où, à nouveau, on relie à ce qu'on dit là, à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est avoir une bonne culture générale, avoir soi-même un bon parcours. C'est une grande aide après pour aider ces enfants à avoir leur propre parcours. Et juste pour l'anecdote justement sur ce sujet-là, il y a une catégorie socio-professionnelle qui est surreprésentée dans les parcours d'excellence. Est-ce que tu sais laquelle? C'est les enseignants. C'est les enseignants. Tout à fait. En fait, c'est le meilleur moyen de réussir, c'est d'avoir des parents profs. Voilà, donc les parce qu'ils vous aident, les enfants qui nous écoutent, Voilà. choisissez des parents qui sont Mais qu'on comprenne bien que ce n'est pas parce que enseignants. ils vont aider leurs enfants dans leurs études, mais parce qu'ils connaissent les rouages du système. Absolument. C'est ça, En fait, c'est les deux finalement. C'est les deux. C'est que d'abord et avant tout parce qu'ils connaissent toutes les ficelles du système, parce qu'ils en font partie, mais aussi parce que malgré tout, leur qualité personnelle, c'est-à-dire leur propre formation professionnelle, fait qu'ils ont aussi forcément les outils pédagogiques, les bons réflexes, tout ce qu'on donnait tout à l'heure comme conseil, ça va de soi pour un enseignant. Oui. Donc disons que tout ce que je raconte depuis tout à l'heure, pour toi, tu n'apprends rien. Ça n'empêche pas qu'on fasse beaucoup d'erreurs, en tout cas. Oui, c'est certain, mais n'empêche que c'est des choses vraiment évidentes pour un enseignant, toutes ces choses-là. Donc il y a d'abord la complexité du système. Deuxièmement, il y a l'immaturité des élèves, mais qui est normal, je veux dire, l'immaturité des élèves, on l'a dit tout à l'heure, elle dure des années et des années. La maturité peut arriver soit jamais, au cours de la scolarité. Au pire. Voilà, au cours de la scolarité, je dis bien, elle peut venir à 40 ans peut-être, Ouais. mais elle peut ne jamais arriver pendant toute la scolarité, ou alors elle peut arriver très tard. Et sauf dans des cas très exceptionnels, la maturité peut arriver à 15 ans, mais vraiment, c'est déjà des cas exceptionnels. Mais généralement, elle arrive assez tard. Donc ça, c'est le deuxième problème. Et il y a aussi soit l'ignorance, soit l'incompétence des parents. Donc soit un désintérêt, soit l'incapacité. C'est-à-dire qu'ils aimeraient, mais ils n'ont pas la capacité d'aider leur enfant dans ce domaine-là. Donc, quand on fait face à ce constat, on se dit, mais alors, à moins d'être enfant d'enseignant, on est bien mal parti pour s'orienter. Ce qui est pas faux, en fait. Hein. C'est vrai que c'est très difficile quand on n'a pas ce cadre-là. Mais ceci dit, il y a évidemment des alternatives. Sinon, il n'y aurait que des enfants d'enseignants dans toutes les grandes écoles et dans toutes les filières universitaires, etc. Donc, il y a des alternatives, ne serait-ce que les enseignants eux-mêmes. Là, pour le coup, je fais référence à mon expérience personnelle. Moi, énormément de choix d'orientation et même le fait même d'avoir choisi une classe prépa, c'était grâce à des enseignants. Oui. J'ai eu des enseignants qui étaient très compétents et qui étaient aussi qui avaient envie de m'aider. Ils ont vu aussi que j'étais réceptif, que j'avais vraiment envie de trouver un parcours d'excellence, et ils m'ont été d'une très très grande aide. Je dirais même que c'est probablement ceux qui m'ont le plus aidé dans mon parcours, c'est les enseignants eux-mêmes. Oui. Donc puisqu'ils voient l'enseignant les capacités réelles. Il voit quand un enfant se fourvoie dans une orientation désespérée. Hein. Il y a des gamins qui sont incapables de travailler seuls et d'être exigeants, et qui veulent faire médecine, alors que ça demande une exigence à toute épreuve. Et ça, l'enseignant le voit. Donc effectivement, et c'est bon de le rappeler que les parents peuvent se tourner vers les enseignants et l'enfant lui-même, qui lui a tous ses enseignants devant lui, parce que l'enseignant connaît l'enfant, mais l'enfant connaît également l'enseignant. Bien sûr. Il peut choisir un enseignant auprès de qui il est proche pour l'orienter. Tout à fait, tout à fait. Quand on dit enseignant, après on peut évidemment élargir à l'équipe pédagogique, Oui. parce que parfois même l'équipe pédagogique peut être tout à fait utile dans ce domaine-là. Après, on peut aussi se faire aider par des proches, par des amis, mais aussi par des professionnels. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Oui. Les professionnels aussi, donc ceux qui exercent déjà un métier, en quoi ils peuvent être une grande aide aussi pour l'orientation. Bien, alors, le système scolaire français, comment est-ce qu'il fonctionne comment ça fonctionne? Alors, on connaît les deux grandes catégories, public, privé. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la première chose qui vient à l'esprit en termes d'orientation, je veux dire. La première question que peuvent se poser les parents, c'est est-ce que je devrais inscrire mes enfants dans le public ou dans le privé? Voilà. Alors ça veut presque pas dire grand-chose, parce qu'en fait il y a d'excellentes écoles publiques et de très très mauvaises écoles privées, tout simplement. Même si on pourrait croire que les écoles privées sont toujours bien et les écoles publiques toujours mauvaises. C'est pas pour ne citer qu'un exemple au lycée, les trois meilleurs lycées de France sont des lycées publics. Tout à fait. Donc c'est Louis le Grand, Henri IV et Saint-Louis qui sont à Paris tous les trois dans le quartier latin.
Donc on voit bien qu'il y a des écoles, même si voilà, c'est un peu discutable, parce qu'on pourrait dire oui, certes c'est public, mais est-ce que n'importe qui peut y entrer? Mais toujours est-il que la distinction public-privé n'est pas forcément si simpliste que ça, mais il n'empêche qu'elle a du sens. Donc la question de se poser s'il faut aller dans le public ou le privé, c'est une question légitime des parents. Et il faut donc y répondre. Et dans beaucoup de cas, malgré tout, dans la plupart des cas même, je dirais que parfois le choix du privé peut être privilégié. Je dirais tout dépend du contexte social dans lequel on vit. Voilà, puisqu'on a la carte scolaire en France et qu'on est déterminé par son lieu d'habitation. Tout à fait. Alors c'est pas qu'il faut fuir ses voisins, c'est pas ça. C'est que c'est ce qui pêche. Ça tu le sais forcément mieux que moi parce que tu es enseignant dans le secondaire. Ce qui pêche, c'est pas tellement le fait que des élèves soient en difficulté dans une classe, ça c'est normal, il y a toujours des élèves en difficulté, mais ce qui pêche, c'est quand 90% des élèves sont si ce n'est en difficulté, même parfois en total échec, disons, en total démission même de l'école. Et quel que soit le niveau de l'enfant, quelles que soient ses dispositions intellectuelles et quel que soit le suivi des parents, un enfant qui est noyé dans une classe de 30 élèves dont 28 sont en grande difficulté, ça le tire vers le bas nécessairement. Oui. Exactement. Donc ça n'a aucun sens. De toute façon, ça on n'y peut rien. Hein. Ça c'est un système. Alors je fais une très courte parenthèse, mais il faut vraiment que je la fasse pour pas oublier. C'est que je suis toujours moi sidéré par le fait que les gens se torturent l'esprit et consacrent une énergie incroyable à vouloir changer des choses qui ne peuvent pas changer. Voilà. Admettons qu'on est dans un quartier difficile. Soit on a les capacités de déménager, on déménage, soit on n'a pas les capacités, c'est tout, il faut pas lutter contre ça, il faut trouver une alternative. Je veux dire que le système, on reproche souvent au système scolaire français d'être élitiste et de reproduire les classes sociales. Bon, c'est pas tout à fait faux. Mais qu'est-ce que moi seul je peux faire pour changer ce système? C'est pas moi qui l'ai voulu. Ce système il est comme ça. Oui. Donc une fois qu'on connaît ce système et ses imperfections, il faut chercher à tirer son épingle du jeu, à se dire comment moi ou mes enfants peuvent s'en sortir. Ça sert à rien de vouloir faire la révolution alors qu'on n'en a pas les moyens. C'est même pas de façon possible. Donc voilà, ce qui est important, c'est toujours d'être conscient du cadre dans lequel on est, un cadre qui nous est imposé par le contexte, et de chercher quelle est la voie, la meilleure voie pour atteindre le but qu'on recherche. Oui. Donc un enfant qui est dans cette situation-là, il vaut mieux, dans certains cas, l'inscrire dans le privé. Et chercher un bon privé, parce qu'encore une fois, les privés, surtout dans les quartiers difficiles, il y a des privés qui sont pas du tout à la hauteur du coût que ça va avoir pour les parents. Et encore une fois, le maître mot, c'est d'aller se renseigner, d'aller se rendre exactement, de voir le directeur, la directrice de l'école primaire ou maternelle. C'est ça. Et puis il y a aussi des classements. Je veux dire, par exemple, le lycée, c'est plus facile parce qu'il y a les classements du bac. Oui. Donc les lycées sont tous classés. L'information est publique sur le site de l'Éducation nationale. Tous les lycées de France sont classés par taux de réussite au bac. Donc voilà, c'est un critère qui peut être intéressant. Un autre critère qui serait intéressant de développer, mais qu'on pourra développer peut-être un autre jour, il y a aussi la méthode pédagogique. Par exemple, il y a la méthode Montessori qui est très réputée. Ça peut être un critère de choix d'école. Voilà. En tout cas, la distinction public-privé, il faut pas la réduire trop vite, et en tout cas elle est tout à fait légitime. Aussi rapidement, nos éditeurs s'y intéressent certainement, il y a de plus en plus d'établissements confessionnels musulmans, donc il y a des lycées maintenant musulmans, il y a des écoles, voilà. Ça commence même à la maternelle. Et dans le nord de la France, donc ici dans le nord de la France, il y a l'école primaire d'Aluin maintenant qui a ouvert Al-Fitra en septembre. Ils ont commencé à la primaire. Et j'ai entendu en off que quelque chose devrait également peut-être arriver, on espère, à Roubaix. D'accord. Mais en tout cas, ça commence à s'ouvrir. Maintenant, espérons que les gens soient à la hauteur. Et ça va jusqu'au lycée. Voilà, tout à fait. Maintenant, avec bien sûr le lycée Averroès qui est connu et le collège. Collège Averroès. Très bien. Voilà, donc ça aussi, ça peut être intéressant, mais uniquement, évidemment, c'est pas le but d'être dans un établissement confessionnel. C'est uniquement si ça permet d'atteindre deux objectifs. D'abord, permettre à l'enfant d'avoir un accès à la langue arabe plus fréquent, et aussi être préservé aussi de beaucoup de déviances aujourd'hui qu'on trouve à l'école, parce que vous savez que maintenant, même au collège, les enfants fument déjà. Il y a des grossièretés, il y a des comportements très très déplacés. Ça peut être aussi un critère pour une famille de vouloir mettre son enfant dans un lycée confessionnel. Mais surtout, il faut jamais perdre de vue qu'une école, c'est fait pour former un enfant à son avenir. Donc, si une école est confessionnelle mais qui ne remplit pas son objectif pédagogique, dans ces cas-là, il ne faut pas y aller, parce que c'est pas le but de l'école que de donner une éducation religieuse.
Voilà. Après, pour le système scolaire, de toute façon, tous nos auditeurs connaissent au moins les grandes lignes, c'est-à-dire que depuis la maternelle jusqu'au bac. Si on s'attarde simplement un petit peu sur le lycée, parce que c'est déjà, même s'il y a déjà quelques ramifications avant au niveau du CAP et du BEP, mais il n'empêche que la grande distinction, les grandes voies sont tracées surtout au niveau du secondaire, donc du deuxième secondaire, c'est-à-dire le lycée. Et là, il y a au niveau du lycée, il y a 3 grandes voies, donc qui existent depuis très longtemps. Hein, la voie donc générale, et dans la voie générale, on retrouve 3 spécialités. La spécialité scientifique, économique et sociale et littéraire. Après, il y a la voie technologique, où là, on a plutôt des bacs qui sont teintés, donc une teintée avec une technique particulière, soit une technique commerciale, soit une technique industrielle, soit une technique d'ingénierie, soit une spécialité agricole, bref, énormément. D'ailleurs, c'est la filière probablement la plus riche, la filière technologique. En différents types de bacs, et la filière professionnelle qui, comme son nom l'indique, a vocation à faire déboucher plus vite sur un métier, sur une profession. Alors rapidement, parce que ça aussi c'est un choix qui peut s'imposer. La première chose, si on met de côté les questions de CAP et BEP auxquelles on reviendra peut-être tout à l'heure, c'est que quand on veut se décider à choisir une filière, il faut toujours faire le raisonnement inverse, se dire où est-ce qu'on veut arriver. Et pour arriver à ce but, quelle est la meilleure filière? C'est le gros problème de beaucoup de gens qui font l'inverse, ils choisissent la filière avant le métier. Exactement. Donc si moi je veux faire tel métier, je dois savoir que la voie royale pour atteindre ce métier, c'est celle-ci. Voilà. Après, il peut y avoir plusieurs voies possibles. Après, on choisit celle qui nous offre le plus de chances de succès. Comme on le disait tout à l'heure, il vaut mieux rechercher l'excellence dans un métier même qui n'est pas censé être très valorisé que de faire un métier valorisé mais de le faire de manière très imparfaite. Comme je le disais tout à l'heure, mieux vaut être un excellent menuisier qu'un très mauvais ou un médecin médiocre. Oui. Voilà. Donc, quand on veut faire ce choix, d'abord, on se dit qu'est-ce qu'on a envie de faire, donc ce fameux projet professionnel. Et une fois qu'on a fixé ce projet professionnel, on choisit sa voie. Donc, soit la voie professionnelle pour aller rapidement vers un métier, soit la voie technologique pour se diriger vers une spécialité plutôt technique. Ou alors la voie générale quand on veut faire plutôt des études longues qui peuvent aller jusqu'au doctorat en bac plus 8, voire plus encore quand c'est des carrières médicales par exemple. Donc voilà, ça c'est la méthodologie, c'est plutôt celle-ci. Et puis après, il faut rapidement faire le choix, même si on cherche par exemple plutôt une carrière juridique ou plutôt une carrière médicale, il faut vite faire le choix aussi entre filière courte, filière longue. Donc là, on parle après le bac. Après le bac, voilà, exactement. Là, on est après le bac, on a réussi le bac. On va pas s'attarder sur ça parce que le bac, il y a beaucoup à boire et à manger sur ce sujet aussi. Mais admettons que la filière a bien été choisie, qu'on réussit son bac, est-ce qu'on va plutôt dans des filières courtes ou des filières longues? Ça, c'est une question qui est très importante. Oui. Parce que d'abord, les filières longues, à part les grandes écoles, c'est des filières qui sont très difficiles, pas dans leur contenu nécessairement, mais dans leur exigence. Alors c'est très paradoxal, mais les très bons élèves ont tendance à se tourner vers des filières qui prennent en charge l'étudiant. Donc, par exemple, se tourner vers une classe prépa. Moi, j'étais en classe prépa, j'avais 42 heures de cours par semaine. Alors que je crois qu'à l'université, c'est une douzaine d'heures. Ouais, oui, c'est long. 12 et 18. Voilà. Alors, les très bons élèves vont vers des filières d'excellence où ils sont pris en charge entièrement. Et dans les grandes écoles, c'est pareil. Je veux dire, on a énormément d'heures de cours, beaucoup de travaux pratiques, etc. Et les élèves plutôt moyens ou qui ne savent pas vraiment comment s'orienter, ils se retrouvent tous à l'université. Et le gros problème du système français, c'est que l'université n'est pas sélective. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir son bac, même si on l'a obtenu au rattrapage, et on est admis en première année d'université. Et donc c'est paradoxal parce que normalement des filières qui exigent autant d'autonomie de la part d'un étudiant devraient être en réalité réservées à des étudiants très très bons, oui, qui sont très organisés, qui sont capables de travailler seuls. Parce que pour que les parents qui nous écoutent ou les élèves qui nous écoutent comprennent bien, c'est qu'à l'université, on fait ce qu'on veut. Grosso modo, oui, quand on est boursier, on est déterminé à être présent en cours un certain nombre d'heures pour obtenir la bourse, mais il n'y a aucune prise en charge intellectuelle de l'étudiant qui doit travailler par lui-même, savoir ce que sont ses besoins, le temps de travail, alors que dans les filières sélectives comme les classes préparatoires, on forme. Exactement, tout à fait. Alors donc le choix, après avoir choisi sa filière au niveau du bac, donc l'orientation plutôt technologique, professionnelle ou générale, le second critère, c'est
études courtes, études longues. Et donc moi, mon conseil, c'est que un enfant qui a besoin d'être encadré, il faut surtout éviter la filière universitaire. Oui. Vraiment, parce que ça va être l'échec quasi certain. Certains disent même que quand on ne sait pas quoi faire, on fait une prépa. Voilà, Générale ou scientifique ou littéraire, selon pour avoir 2 ans de plus pour faire le bon choix. Alors par contre, si on a déjà des idées assez claires, il vaut mieux aller vers une filière courte, ce qu'on appelle les fameux filières universitaires dans les lycées, c'est-à-dire les BTS, les DUT notamment, et qui sont en fait souvent de très bonnes formations et qui sont beaucoup plus adaptées que qu'aller faire 3 ans, 3 ans si on y arrive, parce que tout le monde est bienvenu à l'université, quel que soit le bac, même avec un bac professionnel, on peut à l'université. Alors qu'en fait, c'est pas du tout fait pour quelqu'un qui a fait un lycée professionnel, mais pas du tout. Ouais. Et par contre, l'hécatombe, c'est à la fin de la première année. Donc il y en a qui font trois premières années avant de finalement se rendre compte qu'ils sont pas faits pour ça. D'autres qui font 2 ou 3 ans et qui se rendent compte que finalement les débouchés sont incertains. Bref. Donc ce qui est sûr, c'est que quand on a besoin d'être encadré, qu'on n'a pas suffisamment d'autonomie, ce qui est le cas de la majorité, c'est de en réalité fuir l'université et d'aller vers des filières courtes. Alors qu'on précise, BTS, DUT, c'est dans combien de temps après le bac? 2 ans. 2 ans. Donc voilà, 2 ans après le bac, et là on peut rentrer sur le marché du travail. Alors on peut, ou alors continuer. Voilà. C'est ça qui est bien, c'est que non seulement on peut tout de suite aller sur le marché du travail. Avec un BTS par exemple, action commerciale, je veux travailler dans le domaine du commerce, voilà. Dans une entreprise. Ou alors poursuivre après. Donc c'est pas parce que j'ai choisi une filière courte que je dois m'arrêter après 2 ans. Pas du tout. Au contraire, c'est même mieux. C'est-à-dire que même quand on veut faire des études longues et qu'on n'est pas vraiment adapté au système universitaire, moi je conseille de passer par une filière courte. Et il y a aujourd'hui énormément de passerelles. On peut passer d'un BTS à l'université, on peut passer même d'une filière Bac+2, comme BTS, DUT, même vers certaines grandes écoles maintenant. Il y a des concours parallèles qui permettent de rejoindre plus tard la filière. Donc il vaut mieux passer par ce cursus-là. Au moins on a un diplôme en poche. On a une formation concrète. Et puis après, si on a les capacités et les moyens de poursuivre, tant mieux. Sinon, au moins on a un métier tout de suite. Surtout que l'arrivée en université en 3e année est bien différente quand on arrive en première année. De toute façon, de manière générale, je déconseille les premières années d'université aux élèves. C'est trop difficile pour... Alors, ensuite, il y a aussi toutes les filières professionnelles, sans les citer toutes, mais c'est important de ne pas négliger le fait qu'il y a énormément de métiers. En fait, il y en a un nombre incalculable. Tout le monde veut réduire la médecin, formation. Avocat. Voilà. Exactement. Donc, les caricatures, médecin, avocat, dentiste, prof, voilà. Mais il faut avoir l'originalité un petit peu, oui. Voilà. Alors, si on cite au moins les métiers de l'artisanat qui sont très méconnus, il y a énormément de choses très intéressantes. Et lucratif en plus. Très, très lucratif. Beaucoup plus que certains métiers. C'est vraiment en fait l'inverse de ce que les gens croient. Ils les dévalorisent alors que c'est des métiers nobles. Ils pensent qu'on gagne mal sa vie alors qu'on gagne beaucoup mieux sa vie. Ouais. En fait, c'est vraiment l'inverse. En tout cas, pour juste citer un seul exemple, pour montrer que même dans l'artisanat, on peut faire vraiment de l'excellence. Il y a un groupe très connu du luxe français qui s'appelle LVMH. Oui. Le fameux groupe de Louis Vuitton et de Christian Dior. A lancé une formation dans l'artisanat de précision et l'artisanat d'excellence. Et donc on peut se former dans cette école qui s'appelle EMASUP. On peut apprendre les métiers comme bijoutier, joaillier. On peut apprendre à devenir un tailleur, mais tailleur au sens noble du terme, donc couturier, maroquinier, etc. Beaucoup de métiers de ce type-là qui sont souvent méconnus, on n'y pense pas. Mais beaucoup d'autres en fait. Il y a des métiers dans l'aviation, il y a des métiers... je veux dire dans l'agriculture, des métiers dans... Il faut avoir l'imagination en fait et sortir des grandes et se renseigner. Grandes lignes. Et puis aussi le travail manuel. Je veux dire parfois on peut être un excellent plombier, honnête, qui fait du bon travail et mieux gagner sa vie qu'un cadre. Oui. Ça vraiment c'est sans exagérer. Tout à fait. Voilà, donc ce qu'il faut toujours rechercher, comme on l'a dit et répété, c'est l'excellence dans ce qu'on fait. Après, peu importe le travail qu'on va accomplir selon notre profil. Alors après, celui qui veut faire des études intellectuelles, entre guillemets, on va dire, universitaire. Voilà. Alors l'université, c'est vaste, évidemment, ça englobe toutes les disciplines, absolument toutes, c'est monstrueux. Donc il y a comme on dit, des carrières juridiques, des carrières commerciales, des carrières... Alors il y a dans les grandes branches quand même, donc il y a tout ce qui est sciences humaines. Oui. Donc il y a sciences appliquées, donc tout ce qui est mathématiques, physique, chimie. Ou sciences humaines, c'est histoire, philosophie, sociologie. Exactement. On met aussi les langues aussi. Les langues, voilà. Et puis donc ça ouvre à des carrières assez variées. Donc ça ouvre soit à des carrières dans l'ingénierie quand c'est des filières plutôt sciences exactes. On va dire que l'université en premier lieu, pour commencer, la plupart du temps c'est
le passage quasi obligé pour être enseignant dans la discipline. Ouais. Donc très souvent, il faut faire d'abord une licence jusqu'au... Parenthèse, on peut, et c'est même mieux, de commencer par une classe préparatoire avant encore une fois, on gagne l'université quand on veut, et celui qui a fait une classe préparatoire, il est quand même bien mieux formé pour faire un concours d'enseignant. C'est bien connu. Ceux qui font une classe prépa et qui échouent au concours, reviennent à l'université en licence, parce qu'il y a une équivalence. Oui. On peut entrer directement en licence quand on a un dossier de prépa. Et évidemment, c'est eux qui ont les meilleurs résultats. Ils sont quasiment assurés. Absolument. Sans parler, je sais pas si on aura le temps de parler de tous ces détails, mais sans parler en plus de par exemple de l'école normale supérieure, voilà, qui forme au même concours que les autres, mais avec une préparation et avec un taux de réussite absolument phénoménal, oui, quasiment 100%. Oui, tout à fait. Et à l'agrégation. Oui, tout à fait. À l'agrégation. Donc voilà, il y a alors toutes les filières universitaires, c'est à s'y perdre. Donc on peut pas nous, même dans le cadre de cette émission, de donner beaucoup de. Mais ce qu'il faut au moins retenir, c'est que quand on veut s'aventurer dans l'université, il faut vraiment être autonome. Il faut être capable de travailler seul. Sinon, il faut absolument éviter. C'est vraiment le lieu de tous les dangers. Alors les classes préparatoires, alors je dirais que c'est la voie royale et c'est une des spécialités françaises qu'on retrouve presque nulle part ailleurs dans le monde. Donc c'est effectivement une filière élitiste, mais dans le public. En fait, une classe préparatoire, ça se passe dans le lycée public, même s'il existe aussi il existe aussi des lycées privés évidemment qui ont des classes préparatoires. Mais donc c'est des filières d'excellence où on travaille énormément. On est encadré totalement. Comme je disais tout à l'heure, ça se compte en une quarantaine d'heures, au moins d'heures de cours. Il y a un système de colle aussi, donc un système d'examen oral dans chaque discipline avec un professeur en tête à tête. Donc la préparation en fait est excellentissime. Et elle demande un grand investissement. Très gros investissement, mais comme le cadre est vraiment très structuré, si on tient le coup. En fait, finalement, à l'époque, quand j'y étais, on disait que celui qui passe l'hiver, il peut finir sa prépa. D'accord. Parce qu'en fait, c'est vraiment presque mot pour mot. En fait, c'est que la plupart des démissions, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ne tiennent pas le coup et qui s'en vont. La plupart, c'est aux vacances de Noël. D'accord. Et qui jettent l'éponge. Mais ceux qui tiennent le coup, c'est-à-dire ceux qui sont là en février, en fait, on dit que eux vont réussir jusqu'au bout parce qu'en fait, ils vont rentrer dans le rythme, dans le moule, et ils vont acquérir des compétences et surtout une capacité de travail. Ça, c'est vraiment, par exemple, moi, si je voulais dire en dehors d'autres éléments, qu'est-ce que j'ai gagné de cette formation, c'est que ça m'a donné une capacité de travail très supérieure à la moyenne. Et je l'ai remarqué quand je travaillais. Et en qualité. Les deux. Mais d'abord en quantité. C'est-à-dire qu'on peut travailler pendant très longtemps, et se concentrer pendant très longtemps. Et aussi en qualité, forcément. Alors, une remarque, parce que on parle entre guillemets entre initiés. Pour entrer dans une classe préparatoire, il faut de bonnes notes au lycée. Tout à fait. Alors, on disait tout à l'heure qu'il fallait préparer son projet professionnel très tôt. En fait, le bac ne sert presque à rien pour entrer en classe prépa. Ce qu'il faut, c'est quoi? Alors, en fait, il faut le bac, évidemment. Mais il faut la mention avec, j'imagine. Même pas, en fait. C'est même pas ça. C'est même plus incroyable que ça. C'est que, quand on veut entrer en classe prépa, on doit rentrer ces fameux vœux, dès le mois d'avril ou mois de mai, je sais plus. Oui, tout à fait. Et en fait, on reçoit son accord. Les vœux post-bac, comme on dit. Les vœux post-bac, exactement. Donc ça s'appelait comment, l'APB ou l'EPB? Alors je sais que oui, ça on appelle ça dans le jargon les vœux post-bac que les enfants font au moment du printemps, on va dire, qui doivent valider une fois qu'ils ont eu le sésame du bac. Mais le problème c'est que c'est un dossier entier en fait. Et comment est-ce qu'on fait quand on est en classe prépa? Donc il y a par exemple je dis 100 demandes pour 20 places dans l'école. Oui. Et très sélectif. Et donc ils prennent les meilleurs sur dossier. Et là, on rencontre le vrai problème, c'est que l'enfant qui n'avait pas eu comme objectif ferme de faire une classe préparatoire, qui a un mauvais dossier scolaire, on lui ferme la porte. Exactement. Et là, c'est trop tard. Alors justement, si ce n'est de revenir en arrière. Oui, ça peut. Alors même ça, c'est pas évident, parce que parfois, même ça, c'est pas forcément bien vu dans les sélections. Ça dépend des prépas, évidemment. Mais disons que finalement, ça nous permet d'aborder aussi le point dont je voulais parler un peu plus tard, mais on peut en parler tout de suite. Du coup, c'est que c'est là où on voit que ceux qui réussissent ont un projet de long terme. Oui. En fait, un enfant, un étudiant donc qui arrive au lycée et qui veut faire une classe prépa. En fait, comme je disais, le bac ne compte même pas parce qu'il va avoir l'accord du lycée, c'est-à-dire qu'il va être accepté ou refusé en prépa, alors qu'il a même pas encore passé les écrits du bac. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est pris, alors qu'il a même pas encore, il s'est même pas encore assis à table pour rédiger sa copie de philosophie. Moi, j'ai le cas d'un élève qui avait eu le bac avec une excellente mention et qui était refusé à une classe prépa. Voilà. Parce qu'il avait
des petites erreurs de parcours. Voilà. Alors, ce qui compte beaucoup, évidemment, il faut que le dossier soit vraiment très bon depuis la seconde déjà. Ouais. Et donc 3 ans avant. Voilà, exactement. Et regarde donc depuis le premier trimestre de la seconde jusqu'au premier, voire le deuxième et surtout le premier trimestre de terminale. Voilà. C'est-à-dire que finalement tout est bouclé à la fin du premier trimestre quasiment. Alors c'est ce que je disais, c'est là qu'on voit en fait que ceux qui réussissent dans des filières excellentes, c'est parce qu'ils se sont préparés très à l'avance et surtout qu'ils ne visent pas simplement un examen, une bonne note. C'est qu'en fait ils recherchent toujours à apprendre beaucoup, et qui sont curieux et qui cherchent l'excellence dans ce qu'ils font. Et quand on a ces objectifs-là, de rechercher l'excellence et de viser l'apprentissage, on se rend compte que finalement, on n'a pas besoin de se préoccuper de la note, on n'a pas besoin de se préoccuper de l'examen. Puisqu'elle vient naturellement. Ouais. Et c'est pour cette raison-là qu'un lycée peut prendre le risque de prendre quelqu'un, alors qu'il n'a même pas encore passé le bac, parce qu'ils savent pertinemment que vu les observations des professeurs, c'est ça que je voulais dire, c'est que le deuxième point qui est très important, c'est que c'est les observations des enseignants qui sont décisives dans le choix de l'acceptation sur le bulletin en prépa. Et donc les classes prépa, très souvent, on les fait pour accéder aux grandes écoles. Oui. Il y a des grandes écoles d'État comme l'école polytechnique, l'école normale supérieure, Sciences Po, l'ENA, tous ces noms qui sont bien connus. Mais il y a aussi d'autres grandes écoles. Donc dans tous les domaines, hein, encore une fois, tous les scientifiques et littéraires. Tout à fait. Donc les grandes filières, c'est donc le littéraire avec les écoles normales notamment, Cagne, Hippocagne et puis les écoles normales. Qui forment au concours généralement, très souvent c'est pour l'agrégation. Tout à fait, et c'est souvent dans les lettres. Ouais, donc, voilà. Et puis ensuite il y a les filières plutôt ingénieurs, donc là c'est plutôt pour former des scientifiques, soit d'application, soit en recherche fondamentale, et les filières commerciales ou management, et là ça forme aux grandes écoles de commerce, dont je suis issu d'ailleurs moi-même. Donc voilà, ça c'est souvent pour quand on veut accéder à ces écoles-là, la voie royale ça reste malgré tout les classes préparatoires. Alors faut pas négliger aussi qu'il y a une grande filière aussi qui est importante, dont tu es issu toi-même, c'est l'enseignement, et aussi l'enseignement recherche, auquel on accède soit avec les concours d'enseignants, ou alors quand on veut faire de la recherche aussi, on passe souvent par le doctorat, que tu prépares d'ailleurs. Oui. Et donc là c'est le fameux 3-5-8, donc on a la réforme licence, master, doctorat. Donc il y a une harmonisation européenne. Maintenant on parle des 3-5-8. Le 3 c'est le bachelor, c'est-à-dire l'ancienne licence pour nous. Le 5 c'est le master, donc l'ancienne DESS, oui c'est ça, DEA, DESS, oui. DEA pour la recherche, DESS pour le professionnel, et 8 pour le doctorat. Voilà, donc il y a aussi les carrières beaucoup plus longues où on se destine plutôt à des métiers intellectuels d'enseignement ou de recherche. Et on peut aussi cumuler les deux. C'est ce que je fais moi-même. Moi, j'ai plutôt une carrière professionnelle dans le management et le commerce. Et à côté de ça, j'enseigne aussi. Voilà, donc pour dresser les grandes lignes, évidemment, on peut pas tout expliquer sur ce système tellement complexe. Mais la clé, c'est véritablement de savoir qu'il faut comprendre ce système scolaire, se renseigner, inciter son enfant à être mature le plus tôt possible, d'acquérir une certaine autonomie. Et si je reviens juste sur la prépa, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enseignement là-dedans, on disait aussi, et c'est vrai pour toute formation, que ce qui va faire que un étudiant va mieux réussir que l'autre, ce qui va être décisif, c'est sa capacité à s'organiser. Comment il gère son temps. En fait, très souvent, les mêmes étudiants ont les mêmes capacités intellectuelles. D'ailleurs, c'est souvent le cas en prépa. Souvent, ils sont tous très, très doués. Mais ce qui va les distinguer, c'est leur discipline et leur organisation. Réussir. Donc, trancher son temps. Tout à fait. Ça, c'est l'organisation. Et discipline, c'est s'y tenir. C'est s'y tenir. Exactement, s'y tenir. Et puis, quand on peut pas s'y tenir, réussir à faire des impasses, calculés, c'est-à-dire pas subir les choix qu'on doit faire, mais plutôt de se dire si je n'y arrive pas, je sais que cette chose-là je peux la passer, mais ça exige au préalable d'avoir le sens des priorités, par exemple. Voilà. Donc il y a tout ça qui peut contribuer à aider, en tout cas, si ce n'est les étudiants, au moins les parents, à aider leurs enfants à choisir le bon parcours. Alors j'ai une question, parce que là l'heure tourne et on arrive à la fin de cette émission. C'est au niveau du Très bien. Donc je me fais tirer les oreilles par Farouk. Donc le mot de la conclusion. Alors, on va conclure alors directement. Alors pour conclure, juste sur un point qui est très important, c'est le financement. C'est ce que j'allais demander. Voilà. En fait, c'est ça, c'est que les études aujourd'hui, il y en a beaucoup déjà beaucoup de filières sont payantes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les prochaines années, presque tout sera payant. Donc on tend vers un modèle américain où la réussite en fait sera finalement conditionnée aux moyens. C'est pour cette raison-là que très tôt, il faut se poser des questions en tant que parent. D'abord, combien
d'enfants on veut avoir? Est-ce qu'on est capable de donner un avenir à 5 enfants? Est-ce qu'il faut pas peut-être en avoir 2 seulement? Ou 3, peu importe. Après, chaque parent doit décider en fonction de ses moyens aussi. Mais surtout, c'est des choses qui se préparent très à l'avance parce que des études peuvent coûter jusqu'à 100 000 euros aujourd'hui. Ouais. Ça paraît choquant, mais c'est vraiment. Et même c'est pour ça que je dis qu'on tend vers un modèle américain, c'est que même l'université classique est payante maintenant. Il y a des universités d'excellence, il y a des qui sont déjà à 5 000, 7 500 euros par an, notamment à Paris. Donc ces choses-là, il faut les préparer très à l'avance et essayer de profiter, comme on peut, des conseils qu'on a donnés tout au long de ces 2 émissions. Pour donner toutes les chances à son enfant de réussir scolairement et dans le reste de sa vie. Un grand merci Omar, on a dû accélérer les choses. Merci aux auditeurs, merci à Farouk qui est à l'antenne. Donc je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission et la faire réécouter à vos proches sur le blog laprophétie.wordpress.com ou sur la chaîne YouTube de leslumièresdorient.com, la librairie leslumièresdorient.com. Donc sur YouTube, vous marquez leslumièresdorient.com et vous aurez cette émission et les émissions précédentes. Je vous retrouve le mois prochain pour une prochaine émission de À Livre Ouvert. La semaine prochaine, Ahmed Mektar. Merci. Barakallahu fikum, salam alaikum.